Bonjour à tous. Donc je vais, dans cette courte présentation d'introduction vraiment sur la question des méthodes et le rôle de l'expertise sur l'évaluation des politiques publiques, essayer de vous dire bon, qu'est-ce que c'est que l'évaluation des politiques publiques telle que nous le concevons et quelle peut être la contribution finalement des universitaires, des scientifiques à l'évaluation. Alors pourquoi aujourd'hui l'évaluation est au cœur de l'action publique? Parce que c'est un impératif de plus en plus affiché. Si on souhaite, avec un certain niveau de dépenses publiques, améliorer l'efficacité de celle-ci, il faut être capable de discriminer parmi les différentes interventions de l'action publique, celles qui atteignent les objectifs qui étaient initiaux ou celles ces interventions qui ne les atteignent pas. Donc ma présentation va reposer sur vraiment 3 points essentiels. Qu'est-ce que l'évaluation d'impact, c'est-à-dire une des formes d'évaluation qui est celle qui est réalisée par les universitaires en particulier. Et puis vous donner non pas un cours de méthode, parce que ça dépasserait très largement 15 minutes, mais vous donner quelques exemples de quels sont ces types de méthodes qui permettent de donner des évaluations robustes, scientifiques sur l'évaluation d'impact. Et puis après, vous allez essayé de vous convaincre finalement pourquoi l'expertise était nécessaire, pourquoi ces méthodes, ces techniques statistiques sont nécessaires, vous dire qu'elles ne sont pas suffisantes, au sens où l'évaluation qui est réussie, ce n'est pas simplement une évaluation qui est techniquement bien faite, c'est celle qui arrive à convaincre non seulement les décideurs, mais plus largement le grand public et l'ensemble des citoyens, de ce que font certaines politiques et ce qu'elles ne font pas pour arriver à construire un consensus sur comment on fait pour améliorer, évaluer et changer ces politiques. Alors, peut-être avant, pourquoi évaluer et ici, dans cette enceinte Conseil d'État, j'avais envie de revenir un petit peu justement au 19e siècle à la conception qu'on se faisait de politique publique. On ne parlait pas d'évaluation de politique publique. Pourquoi? Parce qu'on avait une idée que, d'une certaine façon, l'intervention de l'action publique, c'était le droit. C'était dire la loi. Et où était le cœur du pouvoir? C'était le pouvoir législatif, l'Assemblée, qui allait dire, finalement, ce droit et répondre par du droit aux questions que se posaient finalement les questions fondamentales qui apparaissaient. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été très bien décrit, je trouve, dans le livre de Pierre Rosanvallon, Le bon gouvernement, cette bascule d'un monde où on pense que le pouvoir et le pouvoir législatif et la façon d'intervenir est la loi, à un monde où en fait le pouvoir est le pouvoir exécutif, et en réalité, c'est l'intervention de l'exécutif qui va faire ou pas ces politiques. Et d'une certaine façon, la première chose pour comprendre pourquoi on a besoin de faire une évaluation de politique publique, c'est qu'il y a énormément d'objectifs qui ne peuvent pas être atteints simplement par la loi. On peut interdire le travail des enfants, on peut donner l'autonomie juridique aux femmes, on peut donner du droit, mais par contre, on ne peut pas faire une loi pour abolir la pauvreté. On peut dire la pauvreté est interdite, on peut interdire le chômage. Mais en réalité, si on n'a pas des interventions, des politiques publiques qui parviennent à l'objectif donné, on n'y arrivera pas. Et souvent, et je le dis ça avec précaution dans cette enceinte, mais souvent j'ai eu au cours de ma jeune carrière, des réactions de gens formés plutôt aux matières juridiques, disaient « mais on a fait une loi pourtant, pourquoi c'est pas appliqué? On a fait une loi contre le mal logement, il faut peut-être faire une loi plus élevée, il faut peut-être la mettre dans la Constitution ». Alors qu'en réalité, le problème de fond, c'est mais comment fait-on effectivement pour répondre à la question du mal logement? Est-ce que c'est un problème d'offre de logement, de demande de logement? Et donc, dès lors qu'on rentre dans cette question-là, on est obligé de rentrer dans la question de quel est l'impact des différents instruments dont nous disposons pour obtenir l'objectif que souhaitait initialement. Alors, qu'est-ce que nous, on appelle l'évaluation d'impact? C'est l'impact qu'on appelle causal. L'impact causal, c'est-à-dire d'aller au-delà de simples corrélations, d'arriver à déterminer ce qu'a fait une politique par rapport à ne pas avoir cette intervention. Et donc, il y a 2 choses à retenir dans ce cadre-là. Le fait que d'abord, ces impacts sont multidimensionnels. Il y a beaucoup d'aspects qui peuvent jouer. Ce n'est pas uniquement des aspects qui sont on va dire, économiques. Ça peut être l'emploi, mais la santé, la pauvreté, le bien-être. Et puis, c'est très hétérogène. Le pays est large, il y a différents niveaux de revenus, différents niveaux géographiques, et tous ces éléments comptent.
Il ne suffit pas de dire l'effet moyen d'une taxe carbone si elle a des effets différents géographiquement ou par niveau de revenu. Et cette hétérogénéité-là, elle est aussi importante. Et dernier point, parce que c'est souvent une critique qu'on fait aux analyses d'économistes ou de statisticiens, mesurable ne veut pas dire financier. Mesurable, c'est ce qu'on arrive à donner dans cette mesure qui peut être quelque chose qui est comme le bien-être ou quelque chose qui est de l'ordre du non-financier, mais tout ne se rapporte pas à une mesure financière. Alors, qu'est-ce qui est important de comprendre dans la question de la méthode d'élévation d'impact? C'est l'idée, la notion de contrefactuel. Qu'est-ce qui se serait passé en l'absence d'une politique? Pour le même pays, pour les mêmes individus, pour les mêmes entreprises au même moment. Et quel est le problème de l'évaluation d'impact? C'est qu'on ne peut pas observer au même moment le même pays avec une politique et une autre. Donc on est obligé de penser cette notion d'un contrefactuel. Qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas mis le CICE, si on n'avait pas mis le crédit impôt recherche, si on n'avait pas fait ceci ou cela? Et donc toute la question des méthodes d'évaluation consiste à générer statistiquement un contrefactuel pour arriver à mesurer l'impact causal d'une intervention et donc d'arriver à en déduire qu'est-ce qui tient vraiment de l'intervention qui a été mise en place et pas simplement du fait qu'elle a lieu de façon corrélée en même temps. Et évidemment, il y a plein de pièges dans cette mesurer l'impact. Si vous allez à l'hôpital, vous avez beaucoup de gens malades. Ça ne veut évidemment pas dire qu'aller à l'hôpital vous rend malade. Mais aller au-delà de la corrélation, c'est parfois, ça vous paraît évident, mais dans plein de cas, c'est loin d'être évident. Lorsqu'il y a une crise, il y a plus de chômage. Typiquement, c'est à ce moment-là qu'on va mettre des mesures pour pouvoir soutenir les chômeurs. Et donc, ça ne veut pas dire, ce qu'il vous faut savoir, c'est qu'en cas de crise et qu'il y a plus de chômage, lorsqu'on met certaines mesures en place d'aide de retour à l'emploi ou sur l'allocation chômage, dans quelles mesures ces mesures spécifiquement, au même moment, pour les mêmes individus, auront quels effets. Donc, cas pratique, vous imaginez qu'on met en place une politique à la date 0, la barre rouge, et puis on observe, alors je ne vous dis pas ni quelle est cette politique, ni quelle est la mesure. Et on se dit, est-ce que cette politique a un effet? Alors, si vous dites, ça augmente, est-ce que c'est positif? Oui, mais tout dépend de ce qui se serait passé. Si ce qui serait passé, le contrefactuel est une moins, donc vous avez une hausse plus faible, vous avez un effet positif. Mais si le contrefactuel, c'eût été une hausse plus forte, l'effet de la politique est négatif sur cette mesure-là. Et en fait, ce que je veux essayer de vous dire, c'est qu'il n'y a rien d'évident. Et le premier point de l'approche scientifique sur l'évaluation de politique publique, c'est d'essayer de laisser de côté nos évidences, nos a priori, pour se dire, mais essayons de comprendre vraiment quel est l'impact réel de ces politiques pour qu'on arrive à savoir si elles sont vraiment efficaces et si on peut arriver à les mettre en place. Alors, quelques exemples de méthodes qui essaient de générer un contrefactuel. J'en ai pris 3 qui me semblent importants juste pour illustrer la méthode. Il y en a beaucoup d'autres et je pense, et c'est ici dans le débat qui aura par la suite de savoir si c'est une question de méthode, je pense qu'il faut être très ouvert et agnostique sur les méthodes. Beaucoup de méthodes ne peuvent pas être employées dans certains cas. Le choix de la méthode la plus appropriée au vu de la question est souvent le premier élément essentiel. Et il ne faut pas se dire qu'il n'y aura qu'une méthode qui sera toujours utilisée. Ça va dépendre. Quel cas? Est-ce que c'est possible ou pas possible? Et donc, je crois qu'il faut être le plus large possible en termes de méthodologie. Donc, la première méthodologie que j'ai envie de décrire, c'est l'expérimentation avec tirage aléatoire. Alors c'est très simple en termes de méthodologie, on tire de façon aléatoire un groupe de traités, un groupe de contrôle. Avec la loi des grands nombres, la différence va vous donner l'effet causal. Et donc c'est quelque chose qui a été très largement utilisé pour les essais cliniques en médecine, pour les tests de médicaments, et qui s'est fortement développé depuis les années 50. Et ça a été appliqué dans les politiques publiques, d'abord aux États-Unis dans les années 60, et puis plus largement pour les années 2000, dans de très nombreux pays, dont la France, où ce type d'expérimentation a été mis en place afin d'en mesurer les effets. Alors, un exemple que j'aime beaucoup, parce que c'est un des premiers exemples aux États-Unis, et je trouve qu'il donne quelque chose sur ce que aussi le potentiel de l'évaluation des politiques publiques, c'est l'évaluation du programme éducatif Perry Preschool, qui, d'une certaine façon, dans les années 60, a consisté à donner un soutien assez fort à des enfants défavorisés au Michigan.
Et le programme coûtait très cher. Très cher. Si les membres de la Cour des comptes disent vraiment, c'est très cher par enfant. Et les effets ont été suivis pour les enfants sur le très long terme. 14 ans, 15 ans, 27 ans, 30 ans, 40 ans. Et on a pu mesurer les effets d'avoir bénéficié de ce programme sur tout un tas de suites de vie, pas simplement les écoles, pas simplement le marché du travail, le fait sur la probabilité ou pas de faire face au système judiciaire. Et on a vu des résultats très positifs. Et en fait, ce premier travail a lancé tout un tas de travaux sur justement l'investissement dans les jeunes enfants défavorisés, et dans la plupart des pays. C'est très positif. C'est une des politiques publiques dont on a le plus grand consensus en termes d'évaluation qu'investir dans les jeunes enfants défavorisés a des rendements très forts, au sens où, en réalité, le coût premier des 15 000 $ par enfant a été complètement repayé par les effets positifs. Repayé plusieurs fois. C'est-à-dire que, en termes d'investissement social, c'était quelque chose d'extrêmement performant. Donc ça, ce n'était pas quelque chose qui était donné d'avance. Parce que des évaluations d'autres types d'interventions, par ailleurs, typiquement sur les adultes, sont en général ont des effets beaucoup moins positifs, ou ça dépend. Parfois oui, parfois beaucoup moins. Et donc, l'avantage de ce type d'expérimentation dans ce cadre-là, ça a été de faire changer des a priori, des points de vue sur qu'est-ce qui pouvait être efficace en termes d'intervention. Alors ça, c'était pour vous montrer les impacts du programme sur tout un tas, de comparer les enfants qui étaient dans le programme ou qui n'étaient pas dans le programme. Alors la méthode est très puissante pour convaincre de la causalité, ce qu'on appelle la validité interne. Mais il y a certaines questions je pense qu'on ne peut pas analyser autrement. Mais ce n'est pas forcément la méthode qu'on doit utiliser pour tout. D'abord parce qu'il y a plein de cas où on ne peut pas, et ce n'est pas du tout légitime de la mettre en application. Il y a une question de l'éthique, parce que c'est une méthode qui, d'une certaine façon, repose sur le fait que si on ne sait pas vraiment l'impact d'une certaine politique, c'est intéressant de savoir, de la même façon qu'on teste en médecine. Et en même temps, il y a des critiques assez légitimes sur la validité externe. Est-ce qu'on peut généraliser ces effets pour comprendre les mécanismes à l'œuvre? Et donc, le prix Nobel Angus Deaton en a fait une forme de critique. Mais cette critique, elle ne veut pas dire qu'il faut abandonner cette méthode. Elle dit simplement qu'on ne peut pas l'utiliser à tout bout de champ. Et simplement, c'est un de nos outils, une de nos méthodes à disposition. Elle est très puissante, on ne devrait pas la négliger, mais ce n'est pas la seule type de méthode. Alors, une autre méthode, et je vais aller peut-être plus vite parce que ce que j'avais prévu, c'était la méthode qu'on appelle le différence en différence. En fait, c'est la même idée que le tirage aléatoire, simplement, on n'a pas de tirage aléatoire, on profite du fait que la politique ne va pas toucher tout le monde de la même façon en même temps. Donc, vous vous retrouvez avec certains individus ou des entreprises qui sont touchés, d'autres qui ne le sont pas, et vous pouvez comparer avant, après, et donc différence en différence, et on fait la différence avant, on fait la différence après, et si la différence avant, finalement, elle reste, il y a une même évolution des deux groupes, on peut conclure que la différence de différence, elle est vraiment due à la mise en place à l'intervention de la politique publique. Alors, prenons un exemple, vous avez deux groupes un traitement et contrôle, vous regardez l'évolution de ce traitement et de contrôle, il peut y avoir une différence. Simplement, la question, c'est dans quelle mesure l'évolution différentielle entre ces deux groupes va pouvoir être attribuée à la politique. Alors, je vous donne un exemple que je trouvais intéressant. C'était, parce qu'on l'a fait aussi en France, là c'est une question sur la Finlande, où la Finlande a mis en place une baisse du taux de TVA sur les coiffeurs, comme nous on a fait pour les restaurants. Au même moment, on a autorisé la Commission européenne, sous la pression française, a autorisé à mettre des taux réduits de TVA. Et la Finlande a fait cette chose-là, où elle a baissé le taux de TVA pour les coiffeurs de 14 points, puis la remontée de 14 points. C'est intéressant, on va voir ce qui se passe, et on va comparer. Et donc, la différence en différence, les chercheurs qui ont essayé de faire cette analyse se sont dit, les salons de beauté n'avaient pas la baisse de TVA, mais ont une structure assez similaire, du personnel en fait assez similaire, même niveau de qualification, même niveau de taille d'entreprise. Comparons l'évolution des prix entre les coiffeurs. Et donc ça, c'est les salons de beauté, groupe de contrôle. Vous avez les deux barres en pointillés rouges qui vous disent baisse de TVA de 14 points, hausse de TVA de 14 points. Qu'est-ce qui se passe pour les coiffeurs par rapport aux salons de beauté? Baisse des prix au moment des coiffeurs, mais moins que 14 points.
Hausse de 14 points, hausse des prix, mais là, approche de 14 points. Résultat final, baisse de 14 points, hausse de 14 points, le niveau des prix chez les coiffeurs est de façon permanente plus élevé que sur les salons de beauté. Moi, je trouve ça fort pour deux raisons. Un, parce que c'est quelque chose de très intéressant en termes de qu'est-ce qui se passe, mais deux, ça remet complètement en cause ce que nous, économistes, croyons. Sur un marché d'équilibre, comment ça se fait que si on enlève 14 points, on remet 14 points, on ne retrouve pas le point d'équilibre? Donc là, ça nous remet en question sur, il y a quelque chose sur la façon dont on comprenait la façon dont la TVA jouait sur les prix, qui n'est pas tout à fait juste et qui nous oblige, et les travaux qui suivent nous obligent à essayer de mieux comprendre finalement qu'est-ce qui se passe vraiment. Alors là, c'est pour la Finlande, mais l'exercice a été fait pour la France et les résultats sont similaires, c'est-à-dire que la baisse, une asymétrie de la TVA à la baisse ou à la hausse sur les prix, c'est-à-dire qu'à la baisse, ça ne fait pas tout à fait la même baisse, mais à la hausse, là par contre, les prix sont entièrement répercutés. Donc l'avantage de cette méthode, c'est que c'est une méthode assez intuitive pour neutraliser les biais de comparaison naïves. On peut l'utiliser très largement et les résultats sont valables pour l'ensemble de la population. Les contraintes, c'est qu'il vous faut une réforme, il vous faut un groupe de contrôle, c'est-à-dire qu'il vous faut des gens pas touchés. Si toute la population est touchée en même temps, à la même date, vous n'avez pas de groupe de contrôle. Alors, le temps passant, et je vais essayer d'accélérer, mais je voulais quand même finir par une dernière méthode, parce que souvent, et c'est le cas à l'Institut de politique publique, on est plutôt des économistes statisticiens, et donc on utilise des méthodes quantitatives. Mais je voulais quand même rappeler l'importance de l'utilisation de méthodes qualitatives. Pourquoi? Parce que c'est très important de comprendre souvent ce qui se passe et comment une politique est mise en place. Parce que souvent, mesurer l'impact et dire il n'y a pas d'impact, ça vous donne le résultat causal, ça ne vous dit pas pourquoi. Et il faut comprendre les mécanismes. Donc les entretiens qui peuvent être faits soit auprès des acteurs qui ont mis en place la politique, les bénéficiaires directs de cette politique, peuvent vous donner des éléments très importants pour comprendre ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mal compris? Est-ce qu'au contraire, dans la mise en place, on n'a pas fait ce qu'on croyait faire? Et ça, c'est quelque chose qui doit être fait en combinaison avec des évaluations plus quantitatives parce que leur limite, évidemment, de l'analyse qualitative, c'est par définition des petits échantillons, et vous ne pouvez pas en conclure des effets en termes d'impact qui ont la même validité que qui peut être fait avec des données plus importantes. Alors pour finir, et j'essaye de le faire le plus rapidement possible pour laisser les autres interventions, alors comment réussir en pratique l'évaluation? Parce que ce que je disais en introduction, vous pouvez faire très très bien le travail scientifique d'évaluation, ça ne vous garantit pas que vous aurez une meilleure politique publique. La première chose à essayer de faire, c'est d'arriver à consolider les connaissances. Et c'est loin d'être évident, parce que les producteurs de connaissances, les universitaires, publient dans des revues à comité de lecture qui ne sont pas d'un accès très facile, non seulement pour le commun des mortels, mais y compris pour tous ceux qui travaillent à mettre en place les politiques publiques dans l'administration et qui, eux, ont besoin de savoir quels sont les résultats, non seulement en France, mais en fait, on a plein d'exemples de politiques et d'évaluation à l'étranger, chez nos voisins, des choses qui ont été testées. Et donc, ces informations-là, on n'a pas besoin de... C'est la première chose, c'est comment arriver à les consolider et les donner. Et donc, la première chose que je voulais vous montrer, c'était l'expérience des What Works au Royaume-Uni, qui a consisté à faire en sorte d'instituts dont le rôle unique n'est pas la production de nouvelles évaluations, mais le rôle de méta-analyse, c'est-à-dire d'analyse d'évaluations déjà réalisées, pour essayer de consolider qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, sur différents domaines, pour pouvoir en arriver à les rassembler. Donc il y a eu plusieurs choses qui ont été faites, de National Institute for Clinical Excellence pour les questions médicales, pour les questions d'éducation, l'Education Endowment Foundation, y compris pour les jeunes enfants, pour les questions de lutte contre la criminalité. Et donc ces instituts publient en fait des sortes sur leur site, et je vous engage à les regarder, la liste de toutes les évaluations. Ils sont capables d'en faire la lecture pour les classer en termes de robustes. Est-ce que c'est des évaluations robustes ou pas? Est-ce qu'on peut leur faire le degré de confiance qu'on peut donner à ces évaluations? Et comparent finalement avec des méthodes pour dire
qu'est-ce qu'on sait de différentes interventions? Alors, si vous parlez sur l'Education Endowment Foundation, combien, au vu des évaluations qu'on a pu faire, si vous faites des groupes spécifiques pour les jeunes enfants, pour la lecture, est-ce que vous faites quelque chose de plus intensif pour les groupes défavorisés? Qu'est-ce que vous faites en termes de... Et toute la liste des interventions qui a donné lieu à des évaluations peut être rassemblée. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important en termes de consolidation de l'analyse. Par exemple, là, sur un seul graphique, il compare l'analyse coût-bénéfice d'intervention pédagogique de l'ensemble de différents types d'interventions pédagogiques qui ont été évaluées pour dire qu'est-ce qui coûte cher et qui a des forts effets, qu'est-ce qui coûte pas cher et qui a des forts effets, ou qui coûte très très cher et qui n'a très peu d'effets. Et ça, c'est un élément qui permet de différencier et de distinguer entre différentes interventions. Les contraintes de l'évaluation. L'évaluation prend du temps. Très souvent, on est dans des situations où on veut des résultats rapidement. On veut des résultats rapidement et on s'interdit de faire des évaluations plus robustes, plus durables. Mais très rapidement, on revient, on dit oui, mais la question est toujours là. Donc il faut refaire une évaluation d'urgence. Mais on est à nouveau en disant non, on n'a pas le temps. Je pense que c'est très important de se redonner du long terme. Les évaluations qu'on fait, même si on en fait moins et qu'elles arrivent à être plus durables, plus convaincantes, auront plus d'effet à long terme pour construire un consensus sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, qu'essayer de répéter de façon très rapide des évaluations qui en fait seront à chaque fois trop limitées. Le deuxième point, c'est que tout n'est pas évaluable. Les choses, si vous ne mesurez pas, si vous n'avez pas de données, si vous n'êtes pas capable d'avoir l'apparatus permettant, vous n'aurez pas de réponse. Il n'y a rien de magique. Donc ça, c'est le premier point à accepter. Il y a une part d'éléments qui ne seront pas évaluables, ou alors il va falloir se donner les moyens de collecter des données, des informations qui permettront plus tard d'en faire une évaluation. Donc, dernier élément, si on arrive à anticiper l'évaluation, c'est aller de se dire, avant même qu'une politique soit mise en place, pensons à comment on va l'évaluer, au lieu de dire, mettons en place une politique, et 3 ans après, on aimerait bien savoir les faits, et là, on est dans une grande difficulté. Si j'ai encore 1 minute, juste 1 minute. L'accès aux données est donc essentiel. Et on avait jusqu'à récemment un retard français sur l'accès aux données individuelles. Retard, non pas par rapport au monde entier, mais retard par rapport aux pays leaders en Europe qui étaient plutôt au nord de l'Europe. Pourtant, nous avons une production administrative de données de très grande qualité. Donc le retard pour la France, ce n'était pas un retard de production de données, c'était un retard d'accès et d'utilisation de ces données à des fins scientifiques ou d'évaluation. Il y a eu des très très grandes avancées législatives ces 5 dernières années qui ont permis en fait de donner la possibilité d'accès à des fins de recherche scientifique à ces données, et je pense que c'est quelque chose qui va nous donner les moyens d'évaluer un nombre de politiques qui avant n'étaient simplement pas faisables. Je vous donnais un seul exemple pour terminer, j'en terminerai là-dessus. Aujourd'hui en France, on ne sait pas, on a des très bonnes données d'éducation, on a des très bonnes données sur le marché du travail, sur les salaires, avec l'ensemble des informations fournies par les employeurs sur tous les salaires de tous les Français. On ne sait pas la relation entre les deux. On ne sait pas quelles sont les filières qui donnent le plus de probabilité d'avoir un emploi. On ne sait pas que deviennent les différentes interventions en termes d'éducation sur la suite de la progression sur le marché du travail. Arriver à connecter ces données pour essayer de mesurer les impacts de long terme de politique éducative, vous voyez l'enjeu, c'est considérable pour arriver à progresser dans nos connaissances sur ce sujet-là. Et j'en termine là-dessus. Merci.